J'adore Radio BS. C'est la meilleure web radio du Buzet et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Fabiola, alors aujourd'hui tu vas nous parler de quoi exactement ? Bonjour Valérie, alors pour la dernière émission, nos élèves ont souhaité parler non seulement des sujets qui les préoccupent, mais aussi de sujets qui les intéressent dans les domaines du sport et de la culture. Tout d'abord, nous allons parler de ce sujet qui est la déforestation. Oui, en effet, j'ai créé un blog internet qui traite de l'écologie. Aujourd'hui, la déforestation touche énormément nos forêts. D'après un rapport sur l'état mondial des forêts publié par la FAO en 2016, près de 80% de la déforestation mondiale est causée par l'agriculture et les 20% restants se répartissent entre la construction d'infrastructures, routes, barrages, d'abord, puis les activités minières et enfin l'urbanisation. Mais j'aimerais parler plus particulièrement de l'Amazonie, un véritable trésor de la biodiversité, avec une superficie de 6 millions de kilomètres carrés. Malheureusement, elle est pillée et ravagée. Bulldozers, tronçonneuses et camions travaillent sans relâche à l'abattage de leurs vers. D'après Greenpeace, durant les 40 dernières années, 800 000 km², l'équivalent d'une fois et demie la France, de forêts amazoniennes ont été détruits. En 2009, Greenpeace avait publié une étude démontrant que l'élevage bovin était responsable de 80% de la déforestation amazonienne, ce qui représentait 14% de la déforestation annuelle de la planète. Malgré quelques améliorations, l'élevage reste toujours la première cause de déforestation en Amazonie brésilienne. Par ailleurs, l'élection de Jair Bolsonaro en 2018 signe le début de la fin pour l'Amazonie, annonçait son adversaire Fernando Haddad. Son projet économique va détruire l'Amazonie et la transformer en marchandise vouée à l'exportation, ajoutait Felipe Milanés, professeur à l'Université fédérale de Bahia. Or, près de 60% de la forêt amazonienne se trouve sur le territoire brésilien. Mais alors quel espoir pour la forêt amazonienne et quelles sont les conséquences ? La forêt amazonienne abrite une faune et une flore extrêmement riches qui risquent de disparaître si le rythme ne ralentit pas. Même le climat est modifié. La température augmente et les précipitations ont baissé. De plus, les arbres abattus sont souvent brûlés. Ils libèrent ainsi le carbone qui était stocké dans leur tronc. Malheureusement, le carbone est la cause d'une augmentation accrue de l'effet de serre. Enfin, l'érosion des sols ou encore la pollution de l'eau touche aussi la forêt amazonienne. Cependant, acteurs militants comme Greenpeace, National Geographic ou encore les politiques environnementales tentent de remédier au problème en se révoltant. En revanche, restons dans le thème de l'écologie, cette fois-ci un thème plus positif, l'énergie verte, présenté par Cyprien. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Cyprien Semeria, je suis un élève de seconde et je m'adresse à vous pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'énergie renouvelable et fossile d'aujourd'hui. Pour commencer, ici en France, l'énergie renouvelable représente environ 16% de notre consommation d'énergie, face à peu près 76% pour le nucléaire. 56% de cette énergie est produite par l'hydraulique, 25% par le solaire, 10% par les éoliennes et le reste par la bioénergie. Ce chiffre est satisfaisant, mais j'avoue qu'à mes yeux, il est encore un peu faible. Aujourd'hui, en France et dans le monde, le nucléaire, le pétrole et le charbon sont les principales sources de production d'énergie. Or, ces ressources ne sont pas durables. Nous savons tous qu'un jour, le pétrole et le charbon ne seront plus accessibles ou pourraient disparaître totalement de notre quotidien. Quant au nucléaire, il nous apporte certes une immense quantité d'énergie, mais il est très coûteux en eau, présente de très gros risques et surtout, il dégrade beaucoup l'environnement que beaucoup de personnes responsables cherchent à protéger. Nous savons tous que la Terre se réchauffe et que les ressources fossiles diminuent petit à petit. Et malgré tout, beaucoup de personnes continuent d'en consommer comme si de rien n'était. Nous n'avons plus le choix. Il faut agir pour notre avenir. Pour nous débarrasser de cette dépendance aux énergies fossiles, voici quelques solutions qu'il convient de développer. Des panneaux solaires sur les toits, des éoliennes dans les jardins et dans les champs, des roues à eau au bord des rivières. Bref, des installations qui produisent de l'énergie non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'autres sujets nous inquiètent, à commencer par les dangers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à l'impact et aux risques liés aux réseaux sociaux. Pour commencer, en moyenne, nous sommes inscrits à 3 réseaux sociaux, par exemple Instagram, Snapchat ou Facebook.
D'après l'agence Wear Social, nous ne passons pas moins de 2 heures par jour derrière nos écrans à surfer sur les réseaux sociaux. L'individu continue à vivre, à sortir de chez lui, mais vérifie presque en permanence les réactions que suscitent ses photos postées, les likes, les nouveaux followers. La personne inscrite sur les réseaux sociaux cherche le rapport avec autrui, donc l'addiction ne vient pas seulement des réseaux sociaux en eux-mêmes, mais elle vient également de nos besoins personnels. 81% des jeunes utilisent les réseaux sociaux. Certains défendent l'impact positif de ces réseaux virtuels. 25% des jeunes concernés se sentent moins seuls, 16% se sentent moins déprimés et 20% ont l'impression d'avoir une meilleure confiance en soi. Toutefois, d'autres chiffres s'avèrent inquiétants. 70% se sentent exclus des interactions sociales, 43% se sentent tristes quand personne ne like ou commente leurs posts. Enfin, 35% de ces adolescents mal dans leur peau ont été cyberharcelés. Lorsque l'on parle d'harcèlement en ligne, on parle de cyberharcèlement ou de cyberviolence. De nos jours, les adolescents ne perçoivent pas le côté dramatique de certaines interactions sur les réseaux sociaux avant d'en être personnellement touchés. 53% des 18-30 ans ont déjà subi au moins une de ces cyberviolences, un chiffre qui devient de plus en plus inquiétant chez les 20-24 ans, car il s'élève à 63%. Les faits les plus courants sont les insultes, les moqueries, les photos compromettantes et l'usurpation d'identité qui représentent 9% des cas de cyberharcèlement. Autre phénomène inquiétant, la fréquentation par les jeunes de sites pornographiques sur Internet. La consultation de ces sites peut avoir de réels impacts sur la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Tout d'abord et avant tout, la séparation drastique entre la sexualité et les sentiments dans ces contextes induit dès le départ une approche problématique de la sexualité. En effet, l'image dégradante de la femme comme objet sexuel associé à celle du mâle dominant dans la plupart de ces films ne saurait tout d'abord favoriser des comportements égalitaires et respectueux dans les jeunes couples et la vie en général. Les sites pornographiques tendent par ailleurs souvent à induire une confusion grave chez les jeunes entre sexualité et violence. Par ailleurs, selon une étude australienne, la banalisation et l'exposition de pratiques particulières chez les jeunes induisent leur acceptation comme des pratiques normales et leur adoption. Un autre danger provoqué par les réseaux sociaux, c'est l'anorexie. Valentine, sais-tu ce qu'est l'anorexie mentale ? Oui Clémentine, l'anorexie mentale se caractérise par une perte de poids intentionnelle. C'est un trouble du comportement alimentaire. Combien de personnes en sont touchées et qui est le plus touché ? Cette maladie touche entre 0,9 et 1,5% des femmes et 0,2 à 0,3% des hommes. En majorité, elle atteint les filles à peu près à 80%. Les filles les plus touchées ont entre 13 et 17 ans. As-tu un exemple de personne touchée ? Oui, elle s'appelle Marine. Comment a-t-elle combattu cette maladie ? Elle a survécu grâce au sport et à sa maman. Comment est-elle tombée dedans ? À l'âge de 15 ans, elle pesait 65 kg, mais son petit ami l'a quittée à cause de son poids, puis suivi d'une autre relation qui s'est révélée destructrice pour elle. Elle a commencé à perdre des kilos et ne pesait plus que 37 kg à 16 ans. Elle ne mangeait qu'une pomme et un yaourt par jour. Elle se faisait vomir. Dans un témoignage, elle confie qu'elle a été hospitalisée pour anorexie et qu'elle a dû se battre pour se reconstruire. Elle s'est fait suivre par des psychologues. De quel témoignage écrit parles-tu exactement ? Elle a écrit un livre qui s'intitule « Ma victoire contre l'anorexie, de la maladie à l'épanouissement ». Son témoignage révèle que celui qui combat peut perdre, mais surtout que celui qui ne combat pas a déjà perdu. À présent, Lucille va nous parler d'une nouvelle drogue qui malheureusement fait fureur auprès des jeunes. À l'origine, la kétamine est un médicament dérivé de la phéncyclidine, utilisé comme anesthésique générale en médecine, majoritairement animale. Elle se présente sous forme de poudre cristalline blanche, de liquide ou de gélules, qui sont assez rares en France. On peut s'en procurer assez facilement ou même la produire nous-mêmes en faisant des mélanges de médicaments. C'est une drogue dont l'usage est illicite. Cette substance représente un réel danger pour les consommateurs car ses effets sur la santé sont aussi nombreux que graves. La consommation de cette substance s'est accrue depuis les années 1990, notamment en Europe. La kétamine est très souvent consommée dans des boîtes de nuit ou lors de rave parties. Sa popularité est en constante augmentation auprès des jeunes. Cette drogue peut avoir de graves conséquences autant sur la conscience d'un individu que sur sa mémoire. Elle entraîne une perception de dédoublement, c'est-à-dire une impression de dissociation entre l'esprit et le corps, que l'on appelle décorporation. Elle est également responsable d'une modification de l'humeur, de séquences d'amnésie et de troubles du comportement. La kétamine peut même plonger le consommateur dans des délires. C'est pourquoi les effets indésirables de la kétamine sont considérés comme psychodéleptiques.
Mélangée à des médicaments, à l'alcool ou à une autre drogue, la kétamine entraîne de graves problèmes cardiaques. Le risque d'overdose est également fréquent. Enfin, à plus ou moins long terme, l'usage de la kétamine en tant que drogue provoque un haut degré de dépendance psychique. Pour conclure, la consommation de cette drogue est très grave. Il faut surveiller les jeunes afin qu'ils ne sombrent pas dans le terrible engrenage des drogues dures. La prévention et la lutte contre ces substances sont nécessaires. Avant de vous parler de culture et de sport, écoutons Louane et Clémence parler d'un sujet qui a soulevé notre indignation. Le chirurgien congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, a déclaré « Comment me taire quand, depuis 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut s'habituer à voir ?» C'est d'excision dont il est question ici. L'excision est une pratique qui consiste en la mutilation et l'ablation de l'appareil génital féminin. Ancrée dans la culture de certains pays asiatiques et africains, ces mutilations sont en grande partie illégales, mais parfois même encore légales. En Indonésie, par exemple, certains professionnels de santé sont autorisés à pratiquer l'excision sur des fillettes pour que cette guerre faite sur le corps des femmes soit plus encadrée. Toutes les 4 minutes, une petite fille est excitée dans le monde. Près de 200 millions de femmes actuellement en vie ont subi cette mutilation. Au Mali, en Guinée et en Sierra Leone, plus de 80% des femmes sont excisées, donc la plupart. Enfin, cette ablation est pratiquée sous de nombreux prétextes inventés, comme être plus proche de la religion ou même des raisons sanitaires. Cet acte barbare doit cesser. Sport et culture à présent, avec tout d'abord Lorenzo et Rémi qui nous parlent de vélo. Salut Rémi. Salut Lorenzo. Est-ce que je t'ai raconté mon après-midi sur les pistes de karting ? Bah tiens, en parlant de pistes, parlons un peu de vélo, ce sport que beaucoup pratiquent. C'est vrai que le vélo est un moyen de déplacement écologique et permet l'entretien physique tout en se baladant avec les copains, la famille ou bien tout seul. Mais j'imagine que cette passion a un coût ? Et oui Rémi, comme beaucoup de sports, il faut prévoir un budget pour l'achat d'un vélo et d'équipements. Tu as raison, il faut se protéger que ce soit sur la route, en montagne ou bien même en station. Et pour chaque milieu, son vélo spécifique. Évidemment que pour la route, les vélos seront plus légers et aérodynamiques afin de gagner en vitesse. Contrairement aux VTT qui sont plus lourds à cause de l'ajout d'amortisseurs garantissant le confort et la sécurité du cycliste. D'ailleurs, pour ce confort, certains petits malins sont prêts à dissimuler une assistance électrique dans leur vélo lors d'une compétition. Ce qui est bien évidemment considéré comme une tricherie. Merci de votre écoute. C'était Rémi et Lorenzo. Tout d'abord, je vais vous faire un historique du rap. Le rap fait partie des 5 piliers du mouvement culturel du hip-hop, né dans le Bronx. Les rappeurs évoquent des problèmes sociaux tels que le racisme, la pauvreté, le chômage et l'exclusion. Depuis plus de 40 ans, le rap est le porte-parole de plusieurs dizaines de générations. Au-delà du style musical, ce courant est souvent décrit comme un art de vivre, une attitude, un style vestimentaire et un langage. Tout commence par Kool Herc, qui est le fondateur de ce mouvement. À l'origine, il a mixé avec 2 vinyles pour que les gens puissent danser en continu. Ensuite, celui-ci s'est déplacé avec ses platines et de grosses enceintes dans une voiture, un peu de partout dans le Bronx. Les Cold Crush Brothers ont inventé les routines qui consistent à s'interpeller au milieu d'un morceau. La base sonore était constituée principalement de breaks de batterie, car on n'utilisait pas encore d'autres instruments. Mais, en 1974, Joseph Slater, alias le Grand Master Flash, DJ, va améliorer la table de mixage pour qu'il n'y ait plus aucune coupure. En 1979, sort le premier rap de Sugar and Gang, et les 3 premiers labels, Sugar Hill, Tommy Boy et Profile, sont créés. En 1985 sort le premier rap conscient, suite auquel apparaît le Golden Age. Public Enemy dénonce et est politiquement très engagé. À partir de 1985, une nouvelle vague de rappeurs très attachés à leurs racines apparaît. Ils vont penser au flow, c'est un langage qui rythme la musique avant de penser à l'écriture. Puis Snoop Dogg sort un album qui va être vendu à plus de 18 millions d'exemplaires, ce qui va donner envie aux rappeurs d'encore plus percer. C'est ainsi que Tupac Amaru Shakur sort du lot par son côté séduisant et gangster. Wu-Tang Clan est un premier groupe à dominer le monde du rap. Eminem est par la suite devenu l'artiste hip-hop le plus rentable de tous les temps. Ainsi, en 40 ans, le rap réussit à être au cœur de l'influence musicale. Il y a 6 styles de rap qui font le rap d'aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le rap conscient, c'est le rap qui essaie de transmettre un message. Le rappeur donne ainsi sa vision du monde. Ensuite, il y a le rap ego trip, il est la source des clashs. L'objectif de celui-ci est de provoquer les autres rappeurs et de s'auto-proclamer le meilleur du rap. Il y a aussi le rap poétique qui est un concept plus pédagogique.
Dans cette catégorie, on peut mettre les raps aux sonorités mélodieuses et où la qualité de l'écriture est soutenue. Le plus connu des raps est le rap gangsta qui vient des États-Unis, qui voit la femme comme un objet et qui met en avant le côté bling-bling. Le bling-bling est une façon de vivre basée sur le paraître. Le rap hardcore, quant à lui, rejette la société dans son ensemble, ses normes, ses codes et sa politique. Le rappeur la critique en parlant du quotidien, en évoquant la pauvreté et les violences. Enfin, le rap commercial, c'est le rap qui suit la tendance. C'est celui qu'on entend le plus à la radio. Il est souvent rempli de clichés. Et du rap, il n'en pratiquait pas, me dit-on. Ces trésors ont été découverts par un anglo-saxon. Ils appartenaient à un grand pharaon, ce sont les trésors de Toutankhamon. Le saviez-vous ? Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter fait une découverte extraordinaire dans la vallée des rois, le tombeau de Toutankhamon. Il aura fallu 10 ans à Howard Carter pour venir à bout des fouilles du tombeau, inventorier et conditionner les 5398 objets qui s'y trouvaient. Il est aidé dans sa tâche par de nombreux scientifiques, dont le photographe Harry Burton. L'exposition intitulée Le Trésor du Pharaon célèbre le centenaire de la découverte du tombeau royal en réunissant des chefs-d'œuvre d'exception. Présentée par le ministère des Antiquités égyptiennes jusqu'au 15 septembre 2019 à la Grande Halle de la Villette à Paris, cette exposition immersive dévoile près de 150 pièces maîtresses qui voyagent pour la première fois hors d'Égypte. Pour cette ultime tournée, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, est accueillie dans les grandes capitales internationales avant de s'installer définitivement au Grand Musée égyptien, actuellement en construction au Caire sur le plateau de Gizeh. Pour son escale parisienne, la statue du dieu Amon protégeant Toutankhamon, issue des collections du Louvre, s'invite dans la scénographie. Mais au fait, qui est Toutankhamon ? Toutankhamon est le 11e pharaon de la 18e dynastie. Il est né vers 1345 avant Jésus-Christ. Son nom signifie « image vivante d'Amon », autrement dit l'incarnation terrestre du dieu Amon, le dieu du soleil. Il est le fils d'Akhénaton. Sa mère se trouve être la sœur de ce dernier, mais son identité reste encore inconnue. Akhénaton, le père de Toutankhamon, est un pharaon connu pour avoir imposé une religion monothéiste. Akhénaton remplace les multiples divinités en Égypte et instaure le culte d'un dieu unique, Amon, le dieu du soleil. Cette nouvelle religion n'est pas acceptée par le peuple, ce qui lui vaudra de nombreux ennemis. Les raisons de la mort d'Akhénaton restent encore inconnues, mais on soupçonne qu'il s'est fait empoisonner par une des prêtresses d'Amon. Le jeune Toutankhamon n'a que 9 ans lorsqu'il accède au trône, vers 1335 avant Jésus-Christ. Le pharaon étant trop jeune au début de son règne, il suit les conseils d'Aï, le bras droit de son père. Par la suite, il rétablit l'ancienne religion. Toutankhamon se marie avec sa demi-sœur Ankhésétamon. Tous deux sont les parents de 2 filles mort-nées. Toutankhamon est atteint d'une grave forme de paludisme, une maladie héréditaire qui déforme les os du pied. Le jeune pharaon ne pouvait pratiquement plus marcher, ce qui explique la présence des 130 cannes trouvées dans son tombeau. La cause de cette malformation est due à la consanguinité entre ses parents, fréquente chez les pharaons afin de préserver la pureté de la lignée royale. Toutankhamon est mort en -1327 avant Jésus-Christ, à environ 18-19 ans. Les circonstances de sa mort restent encore inconnues. Comme il ne laisse aucun héritier, c'est Aï, l'ancien conseiller de son père, et son propre conseiller, qui deviendra pharaon à son tour. Et pour terminer, je vais vous parler des Assises internationales du roman. Avec le club littéraire du lycée Lamartine, nous avons participé au projet Graines de critique littéraire, proposé par la Villa Gilet dans le cadre des Assises internationales du roman à Lyon. Ce grand festival réunit une quarantaine d'écrivains du monde entier. Nous avons pu en rencontrer 3. Nous avons travaillé sur l'une des œuvres du grand romancier égyptien Alaa el-Aswany et nous avons proposé une critique littéraire sur son livre intitulé « J'aurais voulu être égyptien ». Cet article critique a été publié dans le journal lyonnais le CNews Matin. Le 20 mai dernier, nous avons enfin eu le privilège de rencontrer ce grand romancier lors d'une table ronde thématique consacrée au courage de la dissidence et à laquelle étaient également conviés le poète chinois Liao Yiwu et la photographe iranienne Reyhan Taravati. Rappelons qu'Alaa el-Aswany a été poursuivi par la justice militaire dans son pays pour avoir évoqué les mensonges du pouvoir et le printemps égyptien de 2011 dans son dernier roman, J'ai couru vers le Nil. Le poète chinois Liao Yiwu, quant à lui, a passé 4 années en prison pour son poème Massacre, qui dénonce la répression des manifestations de la place Tian'anmen. Réfugié aujourd'hui à Berlin, il publie dans L'Empire des Ténèbres le récit de son incarcération qui lui vaut d'être comparé à Solzhenitsyn. Enfin, accusé d'avoir heurté la chasteté du public en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo où elle dansait sans tchador avec des amis sur la chanson Happy de Pharrell Williams,
La photographe iranienne Reyhan Taravati a été arrêtée et condamnée à 1 an de prison et 91 coups de fouet avec sursis.